La Mongolie est vide. Et ce qui est le plus étrange à ce sujet, c'est que c'est un pays immense. C'est la plus grande nation enclavée du monde, avec 1,5 million de kilomètres carrés, je veux dire. Si vous la placez sur l'Europe, c'est pratiquement toute l'Europe centrale. C'est le 18e plus grand pays du monde. Mais en termes de population, il est 131e. Seuls 3,5 millions de personnes y vivent aujourd'hui. Et quand vous combinez ces deux facteurs, vous obtenez un pays avec une densité de population très faible, d'environ 2 personnes par kilomètre carré. C'est le pays avec la plus faible densité de population au monde. Et comme mentionné, la moyenne américaine est de 38 personnes par kilomètre carré. En Europe, c'est plutôt autour de 34. Non seulement ces 2 personnes par kilomètre carré sont déjà très peu, mais ce chiffre baisse encore en divisant le pays par région. La capitale, Oulan-Bator, a le taux le plus élevé avec environ 311 personnes par kilomètre carré, accueillant 1,6 million d'habitants, soit essentiellement la moitié de la population du pays, sur moins de 1% du territoire. Mais la plupart des provinces sont en dessous d'eux. Un seul quelques régions et principaux centres urbains dépassent 2. Et si l'on regroupe toutes les principales villes, cela représente environ 70% de la population, sur moins de 5% du territoire. Dans cette vidéo, je veux comprendre pourquoi si peu de personnes vivent en Mongolie, alors que c'est l'un des plus grands pays du monde. C'est à cause du climat, du terrain, du fait qu'ils ont été nomades pendant la majeure partie de leur histoire, et le sont encore aujourd'hui dans une certaine mesure, et aussi parce que la Chine et la Russie n'ont cessé de leur mettre des bâtons dans les roues. Mais si vous voulez plus de détails, veuillez continuer à regarder la vidéo. Donc, la Mongolie est immense, mais malgré cela, elle est vide. Et aujourd'hui, je veux essayer de comprendre et de vous expliquer les 3 facteurs qui selon moi en sont la cause. Premièrement, le relief et le climat rude du pays, typique des steppes mongoles. Deuxièmement, le fait qu'historiquement, ils sont une société nomade, et même aujourd'hui, cela reste une réalité pour beaucoup de gens là-bas. Et troisièmement, la façon dont leur peuple a été colonisé, occupé et conquis par leurs 2 géants voisins, la Russie et la Chine. Commençons par le premier point, le terrain, puis le climat. La majeure partie de la Mongolie est couverte de montagnes et de plateaux ondulés. Ils ont 4 grandes chaînes de montagnes sur leur territoire, ce qui est beaucoup pour un pays. Les plus hautes sont les montagnes de l'Altaï, qui s'étendent à travers les régions ouest et sud-ouest du pays. Le nord et l'ouest de la Mongolie sont également des zones sismiquement actives, avec des tremblements de terre fréquents et des volcans éteints. Cette carte topographique l'illustre bien. L'ouest est principalement constitué de montagnes, tandis que l'est est principalement occupé par une plaine. Bien que le tiers sud en fasse partie du désert de Gobi, qui, petite anecdote, tire son nom du mot mongol signifiant désert. Donc, lorsque nous utilisons le terme désert de Gobi, nous l'appelons en fait désert, avec le nord et l'ouest occupés par des montagnes et le sud par le désert. C'est comme chercher un appartement affiché à 75 mètres carrés, mais lors de la visite, la majorité est un débarras et un patio inutile. Au final, tu n'as que 30 mètres carrés vraiment utilisables. La taille technique est grande, mais la taille réelle ne l'est pas tant. On comprend vite pourquoi une grande partie est vide. Montagnes et déserts ne sont pas adaptés à la vie humaine. Tu ne peux ni accéder aux ressources naturelles, ni cultiver, ni construire de maisons ou d'infrastructures. Et le climat associé à ces caractéristiques sautes du terrain n'aide pas non plus. Il y a 3 types de climat Köppen-Geiger qui prédominent en Mongolie. Le désert aride au sud, la steppe aride au centre et l'hiver sec au nord, tous étant extrêmement froids. Les hivers sont très froids et les étés très courts. Les températures moyennes sont en dessous de 0 de novembre à mars, et les nuits d'hiver peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. À titre d'exemple, la température moyenne en Antarctique est de 57 degrés, ce qui est similaire. La majeure partie du pays est également recouverte de pergélisol, une glace permanente, ce qui rend l'agriculture impossible et rend la construction ainsi que la construction de routes très difficiles. Ils comptent en moyenne 257 jours sans nuages par an. Avec si peu de pluie et autant de froid, l'agriculture n'est pas seulement difficile, elle est presque impossible.
Les statistiques officielles indiquent que moins de 1% des terres du pays sont des terres agricoles adaptées, 10% sont des forêts, et les 89% restants sont des pâturages ou des déserts. Mais l'élevage est aussi un défi. Ils subissent des tempêtes de neige ou de sable selon la région et la saison. Ils ont même un terme pour cela, zut, qui désigne une catastrophe périodique au cours de laquelle un grand nombre de têtes de bétail meurent parce qu'elles ne peuvent pas se nourrir, à cause du climat rigoureux. Si vous devez inventer un terme pour quelque chose, c'est que cela arrive assez souvent. Si vous ne pouvez pas cultiver de la nourriture, élever du bétail ou construire des maisons et des infrastructures dans la majeure partie de votre pays, il est logique que vous ne viviez pas dans ces endroits. Maintenant que nous avons compris l'impact du climat et du terrain, qui sont selon moi les deux principaux facteurs en jeu ici, regardons les autres. L'aspect nomade doit être pris en compte. Non seulement les Mongols étaient historiquement un peuple nomade au fil du temps, mais même aujourd'hui, au moins 30 à 40% du pays sont nomades. Cela signifie qu'ils vivent dans des habitations traditionnelles, appelées yurts, qui sont souvent démontées et déplacées vers un nouvel endroit. Certains Mongols font cela 2 à 4 fois par an. Ceci est aussi dû à l'environnement. Ils se déplacent pour fuir le mauvais temps. Mais leur mobilité constante empêche d'établir des systèmes agricoles efficaces, même sur le 1% du territoire adapté, rendant impossible de nourrir une population croissante. Les gens hésitent à se marier ou à avoir des enfants avec une personne rencontrée dans un lieu temporaire, sachant qu'ils partiront bientôt et que l'autre pourrait ne pas vouloir les suivre. Il est intéressant de noter que le mode de vie nomade des Mongols les a conduits à voyager et à conquérir le plus grand empire du monde. Je veux dire, certains disent que 0,5% de la population mondiale peut retracer son héritage jusqu'à Gengis Khan, mais aujourd'hui, cette caractéristique, les frontières modernes freinent fortement leur croissance démographique. Puisque nous évoquons frontières et conquêtes, c'est le moment idéal pour aborder le troisième facteur. Cela influence leur faible population, ayant deux géants comme voisins, la Russie et la Chine. Même si les frontières actuelles de la Mongolie restent étendues, elles sont bien plus réduites qu'à l'apogée de leur empire et ne couvrent pas l'ensemble des terres habitées par les Mongols. La plupart des estimations indiquent que la majorité des Mongols ethniques vivent en dehors de la Mongolie, et il ne s'agit pas d'immigrants. Ils vivent dans des terres adjacentes qui ont été conquises parfois par la Russie, mais surtout par la Chine. Environ les 2/3 de la frontière de la Mongolie avec la Chine s'appelle la région autonome de Mongolie intérieure. C'est une partie de la Chine, et elle abrite environ 4 millions de personnes d'origine mongole. Je veux dire, réfléchissez à ça. Le plus grand groupe de personnes mongoles ne vit pas en Mongolie. 2 millions de personnes supplémentaires vivent dans le reste de la Chine. Ce qui fait que les Mongols chinois sont presque 2 fois plus nombreux que les Mongols vivant en Mongolie même. La raison ? Cela s'explique principalement par la conquête de la Mongolie intérieure et extérieure pendant la période de la dynastie Qin de la Chine impériale. Les Khan mongols du XVIIe siècle étaient très affaiblis par la désunion locale entre les tribus. Et donc les Chinois sont intervenus et ont conquis le territoire, le gouvernant pendant plus de 200 ans, jusqu'en 1912. La dynastie Qing a adopté des pratiques qui n'ont pas favorisé la croissance de la population mongole. Certains l'ont accusé d'utiliser le bouddhisme pour la contrôler. Ils taxaient davantage le bétail des non-convertis et récompensaient ceux qui devenaient moines, sans fonder de famille, ni avoir d'enfants. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans les années 1920 environ, 1/3 des hommes en Mongolie étaient moines. La Mongolie est devenue indépendante en 1912. Ils ont été le théâtre de conflits lors de la guerre civile russe, après que le général blanc, le baron Ungern, ait vaincu les forces chinoises qui avaient brièvement réoccupé la Mongolie extérieure. Les soviétiques les ont ensuite aidés à retrouver leur indépendance, mais sous forte influence, devenant la République populaire mongole. L'URSS a mené de nombreuses purges, éliminant des dirigeants politiques, mais aussi des moines bouddhistes, donnant à Staline une excuse pour potentiellement éliminer environ 1/3 des hommes du pays. Les soviétiques ont également bloqué la migration d'autres peuples mongols, vivant en Russie, vers la Mongolie, notamment les Bouriates, l'un des plus grands groupes ethniques de Sibérie, qui sont étroitement liés aux Mongols. En fait, il existe une citation du dirigeant du Comintern, Bohomid Smetel, qui disait « Le peuple de Mongolie n'est pas important, c'est la terre qui l'est ». Plus tard, les Mongols de Chine ont également été quelque peu persécutés pendant la grande révolution culturelle de la Chine communiste. Des massacres ont eu lieu en Mongolie intérieure, les minorités ethniques ont été réprimées en Chine, et l'éducation bilingue a été supprimée. Par exemple, en Mongolie intérieure, environ 1 million de personnes ont été persécutées dans le but d'empêcher leur indépendance politique et une éventuelle réunification avec la Mongolie.
Cette carte ancienne de 1917 nous montre ce pays potentiellement réunifié, avec au passage une population d'environ 2,5 millions de personnes, ce qui nous montre à quel point elle a peu augmenté au cours des 100 dernières années. Après la chute de l'URSS, le pays est passé pacifiquement à la démocratie, et ses relations avec la Chine se sont également normalisées. Mais l'histoire de conquête, d'influence et de répression, exercée à la fois par la Russie et la Chine, continue d'avoir des conséquences sur le pays aujourd'hui, notamment sur le nombre de sa population. Donc, c'est pour cela que la majeure partie de la Mongolie est vide, et qu'elle a une population aussi faible dans l'ensemble. Qu'en penses-tu ? Faites-le moi savoir dans les commentaires, ainsi que toutes vos suggestions concernant d'autres régions du monde peu peuplées, sur lesquelles je pourrais faire une vidéo. Un grand merci à mes mécènes, qui me soutiennent directement sur Patreon. Si tu veux rejoindre notre communauté d'environ 50 soutiens payants là-bas, tu seras le bienvenu, et tu pourras profiter de quelques avantages. En plus de soutenir directement la chaîne, ce que j'apprécie vraiment. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a aucun problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je te retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.